Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. Robert Bruce devient dès lors Robert Ier d'Écosse. Une usurpation, comme ne vont pas manquer de le qualifier les nostalgiques du roi Balliol et les fidèles du roi Édouard, bien sûr. Ainsi que le remarque John of Fordun à propos de la cérémonie de Scone, les partisans de Robert Bruce à ce stade étaient une goutte d'eau dans l'océan, à peine un tiers ou un quart de la noblesse écossaise. C'est rien du tout. Le crime de Dumfries a irrémédiablement en plus jeté dans l'opposition tous ceux qui tenaient aux communes, c'est-à-dire essentiellement le nord et le centre du pays, c'est pas rien. De son côté, Édouard Ier, le roi d'Angleterre donc, vieillissant, en mauvaise santé, ressent, on peut le dire je crois, comme véritablement une trahison, un parjure et même pire, un outrage personnel, la rébellion de celui qui jusqu'alors lui avait manifesté le plus grand attachement. En gros, il lui a menti de bout en bout. L'Écosse, qu'il avait cru tenir dans sa main à 2 reprises, fait une fois de plus la preuve de sa félonie et de sa déloyauté. Alors, il va réunir toutes les forces de son royaume. Il est ivre de rage et de vengeance. Il décide d'en finir définitivement, cette fois avec ce peuple indocile. Son fils, le prince de Galles, qui va bientôt lui succéder sous le nom d'Édouard II, l'accompagne. On va s'arrêter un instant sur ce personnage qui est un personnage important. Édouard, prince de Galles, donc, est un homme brutal, impétueux, qui n'aime pas la guerre. Pire, il n'a aucune science tactique, contrairement à son père. Et surtout, il est continuellement accompagné de son favori, disons les choses franchement, son amant. Ce qui n'est pas encore prouvé à 100% par les historiens. Alors, son favori, donc en anglais Piers Gaveston, en français Pierre Gabaston. Pourquoi en français? Bien parce que ce jeune homme est gascon. Ils sont tellement attachés l'un à l'autre que, devant les plaintes des barons, le roi est obligé d'envoyer le gascon en exil. C'est vous dire un petit peu l'ambiance. On est au tout début du XIVe siècle, en Angleterre. Ce n'est ni l'Italie du XVe siècle, ni l'ouverture d'esprit à la française de ces temps-là. La forte présomption d'une liaison charnelle entre les deux, comme elle est forte cette présomption, tout ça est très fort, quand on sait surtout de quelle façon est mort Édouard II, mais je ne vais pas anticiper. La vraie raison de la colère des barons, surtout, c'est que le prince de Galles n'écoute que son compagnon, et pas eux. Il présume déjà, si vous voulez, de l'avenir qui, d'ailleurs, leur donnera raison. Tout ça pour vous donner un petit peu le contexte au moment où le roi Édouard Ier entre en Écosse avec une énorme armée. Très vite, vous vous en doutez, le sort des armes tourne contre Bruce. Il est battu près de Perth. Il doit se retirer dans les montagnes avec quelques compagnons fidèles, dont toujours James Douglas. Il demande à sa femme de fuir avec sa fille, avec ses sœurs. Il est harcelé militairement tout le temps, notamment par un parent des communes. Il s'échappe même in extremis vers l'ouest et il s'embarque pour l'île de Rathlin, au large de l'Irlande, où il va passer l'automne et l'hiver en véritable fugitif caché selon la tradition, ou selon la légende, c'est selon, dans une grotte où, alors là, l'anecdote est célèbre, anecdote que racontait encore il n'y a pas si longtemps les manuels d'histoire des écoles écossaises, il contemplait l'infatigable travail d'une araignée, émerveillé, il regardait, il puisait même des leçons de courage et de persévérance, voyant cette araignée tisser sa toile lentement mais sûrement, petit bout par petit bout. Et ça lui donnera des idées. Pendant ce temps-là, non pas à Veracruz, mais en Écosse, l'Écosse du Sud, était une nouvelle fois occupée, et alors là, ravagée, on peut le dire vraiment par les Anglais. Les terres patrimoniales des Bruce sont pillées, les châteaux carrément incendiés, détruits. La femme du fugitif, pour les uns, la reine Isabelle, pour ses partisans, est capturée, avec la fille de Robert, d'autres femmes, dont les sœurs de Robert, et la comtesse de Bourane, celle du Sacre. Elles sont emmenées en Angleterre et emprisonnées. La comtesse de Bourane, pour son rôle dans la cérémonie de Scone, les 2 sœurs de Robert ainsi que sa fille, Marjorie, sont enfermées dans des cages. Alors de fer ou en bois, les sources divergent, et exhibées au sommet des châteaux de Berwick et de Roxburgh. Elles vont y rester 4 ans. Dans ces cages, imaginez qu'elles ne peuvent se tenir debout, elles n'ont qu'une écuelle pour récupérer la nourriture qu'on leur jette littéralement, et c'est tout, pour leurs besoins,
Elles sont, au départ, totalement livrées à elles-mêmes, à la merci du regard et des moqueries. Et devant l'obscénité et les remontrances religieuses, on leur permettra rapidement de préserver cette partie de leur intimité. Ô tempora, ô mores, quelle époque, quelles mœurs. Les évêques de Glasgow et de St Andrews sont également pris. Ils sont arrachés à leurs sièges épiscopaux, ils sont emprisonnés en Angleterre. Le comte d'Atholl, Simon Fraser, qui avait juré fidélité au roi Édouard, sont exécutés comme traîtres et surtout, acte de vengeance qui va susciter une indignation durable, les 3 plus jeunes frères de Robert Bruce, dont Nigel, qui est un jeune homme de grand courage, tout le monde le dit, de caractère chevaleresque et, je cite, d'une extrême beauté, sont pendus. Vous noterez quand même qu'il n'y a pas d'indignation pour les femmes, je dis ça en passant. Le règne de Robert Ier, vous voyez, ça commence pas très bien, il semble même terminé, à peine inauguré, d'autant plus que le pape Clément V s'en mêle, il ne partage pas pour le nouveau souverain l'indulgence de l'évêque de Glasgow et il va l'excommunier pour le meurtre sacrilège commis dans l'église des franciscains de Dumfries. Alors au printemps de 1307, Robert Bruce reprend courage. Est-ce que c'est la leçon de l'araignée ? On ne sait pas. En tout cas, il retraverse la mer d'Irlande et, par un coup de chance, s'empare par surprise du château de Turnberry, ce qui lui permet enfin de reprendre pied dans l'ouest de l'Écosse. Le 10 mai, il remporte sur une troupe anglaise un succès important à Loudon Hill. La chance lui sourit à nouveau. Il récupère peu à peu des soldats, malgré de romanesques aventures quand même, où par exemple il va risquer littéralement sa vie. Un jour, il est poursuivi par les chiens de chasse de Lorne, le fameux parent de Comyn. Il ne doit son salut qu'à l'intervention de James Douglas, toujours lui. Mais le véritable tournant de la guerre, c'est le 7 juillet, la mort d'Édouard Ier. Enfin, épuisé par la lutte et par les fatigues. Jusqu'à son dernier soupir, son souci avait été d'abattre le rebelle. Il le hait. Il avait demandé qu'après sa mort, bien sûr, évidemment, son corps soit bouilli, son corps à lui, soit bouilli pour séparer les chairs des os. C'est un procédé assez macabre, mais très fréquent à cette époque, malgré tout, et que ces os soient ensevelis en Écosse avec l'inscription Malleus Scotorum, le marteau des Écossais. Et à quel point va sa haine. Son cœur, quant à lui, devait être envoyé en Terre Sainte pour reposer auprès du tombeau du Christ, où jadis il avait combattu comme croisé avant son avènement au trône d'Angleterre. Il a toujours fait la guerre, ce roi. C'est pour ça qu'il est très fort, tactiquement parlant. Dans l'histoire de l'Écosse, on peut dire qu'Édouard Ier a laissé le souvenir d'un roi avide de pouvoir, de conquête, qui en plus a trahi le rôle de tuteur et d'arbitre que les Écossais lui avaient confié après la mort d'Alexandre III, souvenez-vous, qui s'était emparé du pays en le ravageant sans merci. Pour les Anglais, évidemment, au contraire, c'est le héros qui a soumis les indociles gallois, qui a fait rayonner la gloire de l'Angleterre jusque sur le continent. Du point de vue plus impartial que nous sommes, en tout cas j'espère, on peut s'empêcher de constater le contraste quand même entre le prince chevaleresque des débuts de son règne et le roi furieux des dernières années, dont les vengeances sauvages, on peut le dire, exercées à l'encontre de William Wallace, de Nigel Bruce et des autres rebelles, ainsi que les femmes dont je vous ai parlé, enfin, les tenir dans des cages comme ça, c'est quand même assez aberrant, jour et nuit quand même, ternissent quand même l'image et surtout le bilan de ce roi. L'Écosse, pour lui, a été pendant 20 ans quand même le lieu de triomphe assez facile, mais aussi de révolte, de trahison, théâtre d'une lutte sans cesse recommencée, d'humiliation aussi subie face à ces sauvages indomptables et indomptés. Le marteau de l'Écosse, finalement, n'a pas réussi à abattre son adversaire et son orgueil ne peut pas s'en consoler. C'est pour ça qu'il les hait. Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder.